Bonjour et bienvenue à La Joute. Il y a 25 ans aujourd'hui, le Québec votait non. Le non à la souveraineté, il a emporté, je vous le rappelle, par un peu plus de 50 000 voix. La question qu'on se pose aujourd'hui, la souveraineté, d'après vous, c'est un projet qui est moribond ou qui est simplement en dormance? Qu'est-ce que vous en pensez? Que La Joute commence. Avec nous pour débattre de ce sujet passionnant, Emmanuel Latraverse, Mathieu Bocoté, Harold Fortin. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Replongeons-nous quand même un quart de siècle. Ça se passait le 30 octobre 1995 en fin de soirée. On le voit, les images qui nous viennent du camp du oui après la défaite, le discours de Jacques Parizeau. Mathieu, je commence avec toi. Quand tu regardes ces images-là, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Une phrase. Une immense tristesse, le sentiment d'un rendez-vous raté dans l'histoire du Québec. C'est à la fois un aboutissement, c'est-à-dire tout le Québec conduisait vers ce référendum, et un avortement. Ce qui aurait dû arriver n'est pas arrivé. Une immense tristesse et je pense que les Québécois, la défaite a été très dure. Ça leur a pris du temps de prendre conscience de tous les effets de la défaite, parce qu'un peuple qui échoue son indépendance en paie le prix. Harold? De la division, de la chicane dans les familles, puis beaucoup de temps avant de pouvoir se réconcilier. Emmanuel? Un rendez-vous manqué et la fin d'une époque surtout, parce que c'est la fin des tentatives pour le Québec de redéfinir sa place dans le Canada. C'est comme si après ça, toutes ces tentatives-là, ces négociations-là sont carrément devenues un tabou qu'aucun autre politicien n'a eu le courage d'aborder de front. Et je pense qu'il explique l'espèce de limbo là, constitutionnel dans lequel on persiste aujourd'hui. Bon, Mathieu, tu parles de tristesse. Harold, on a eu la discussion un peu plus tôt à La Joute cet automne parce que la victoire, elle était très, très courte dans le camp du non, hein, évidemment, mais le non qui n'a pas respecté les règles du jeu référendaire, entre autres avec le love-in notamment. Harold, je sais que tu es hérité de ça quand tu y repenses a posteriori. Est-ce que ça n'a pas un peu atténué la portée de la victoire du non ce soir-là? Ça, je peux pas nécessairement faire de lien directement entre le love-in puis le fait que des gens à la maison se sont dit, vu que des milliers de Canadiens sont venus pour nous dire qu'ils nous aimaient, tout d'un coup, on va changer notre option de oui à non. Ça, je pense pas qu'on peut faire de lien avec ça. Moi, comme démocrate, j'aurais aimé que les règles aient été respectées. Je sais qu'il y a quelques jours, Thomas, à l'émission, vous a parlé de certains bulletins de non qui avaient été rejetés par le camp du oui également. Donc, il est arrivé un peu ça des deux côtés. Fait que, peu importe, moi, je trouve que les règles auraient dû être respectées parce qu'au Québec, on s'était donné un cadre dans lequel on pouvait tenir un référendum de manière pacifique. On l'a fait sans violence. Puis, ce qui me déçoit, c'est que ça n'a pas été respecté. C'est dans ce sens-là. Emmanuel, mais ce soir-là du 30 octobre, il y a quelque chose qui s'est brisé, qui s'est cassé? Oui, moi, je suis convaincue. C'était supposé, si on se reporte à l'époque, même avec le résultat déchirant qu'il y a eu pour le camp du oui, ça aurait dû être un moment où le Québec profitait de cet élan-là. Il y avait comme une progression dans l'appui souverainiste, et c'est tout le contraire qui est arrivé. Bon, on va y revenir, mais je pense qu'à cause, entre autres, du discours malheureux de M. Parizeau et de cette victoire qui n'en est pas vraiment une pour le camp du non, surtout. On a évité le désastre de la séparation vu du reste du Canada, mais on n'a rien gagné. Et c'est comme si la classe politique fédérale a eu tellement peur de ce qui aurait pu arriver à ce moment-là qu'on a arrêté de vouloir discuter de constitution, de vouloir discuter de ces enjeux-là, des pouvoirs du Québec. Et je pense que maintenant, 25 ans plus tard, on se rend compte à quel point c'est devenu un problème pour le Québec, mais pour d'autres provinces aussi. On a comme une constitution qui est complètement gelée dans le temps et qui est plus capable d'évoluer pour refléter le Canada d'aujourd'hui non plus. Donc, en bout de ligne, le Canada n'est pas vraiment sorti gagnant, je pense, de cet exercice-là. Venons-y là, à ce discours de M. Parizeau le 30 octobre. C'est vrai qu'on a été battu, au fond, par quoi? Par l'argent et des votes ethniques, essentiellement. Mathieu, certains le disent, le pensent dans ta famille souverainiste, que cette phrase de Jacques Parizeau a brisé le mouvement, a cassé toute velléité peut-être pour le Québec de retenir un autre référendum
dans les années qui ont suivi? Ben, je dirais que c'est une question de circonstance. C'est-à-dire, ce soir-là, M. Parizeau s'est fait analyste politique et sociologue plutôt que chef politique. Ce qu'il a nommé, certaines vérités sont apparemment pas bonnes à dire, je peux le concevoir. M. Parizeau a nommé une chose. 61 des Québécois francophones, hein, ceux pour qui ce projet a été imaginé dans l'histoire un jour, là, 61 des francophones ont voté oui. 99 des anglophones ont voté non, 95 environ des allophones ont voté non. Il y a eu un vote monolithique, un vote soviétique d'hostilité. Dans les non-francophones, le vote, c'est pas divisé 75-25, 80-20. Il y a une opposition monolithique. Donc ce soir, M. Parizeau n'a pas eu la défaite heureuse. Il a eu la défaite blessée. C'était un homme blessé. Alors je pense que ça fait 25 ans qu'on lui reproche d'avoir dit ce qu'il a dit. Je pense qu'on pourrait aussi se rappeler qu'il y a une autre phrase dans ce discours-là, bien plus importante, qu'on devrait se rappeler 25 ans plus tard. C'est qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On se crache dans les mains, puis on recommence. Eh bien, quant à moi, 25 ans plus tard, la question nationale se pose toujours. Et je pense qu'on devrait se questionner aussi sur la portée de ce vote monolithique et soviétique, pas seulement contre la souveraineté, mais aussi contre toute expression même minimale du nationalisme québécois. Ça fait partie de l'équation aussi. Il n'aurait pas dû le dire ce soir-là, mais j'espère qu'on va cesser de faire semblant que ce qu'il a dit, non seulement était inadéquat, mais en plus absolument faux. Harold, tu dis quoi? Ouf. Ben, écoutez, c'est un premier ministre du Québec qui nous a dit cette soirée-là qu'il y avait 2 classes de Québécois. Puis Mathieu, tu viens très bien de l'exprimer. Tu viens de le dire là, en mots directement. J'aurais pas pu le dire mieux que ça. Il y avait 2 classes de Québécois. Non, Je vais terminer. Dans l'analyse, tu viens de dire qu'il y a eu un vote soviétique de la part des gens issus de l'immigration. M. Parizeau, quand il a dit ça, là, moi, j'ai regardé, j'avais 15 ans, j'ai regardé mes parents, puis je leur ai dit, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous sentez qu'ils vous visent là-dedans? Puis mes parents n'ont rien dit parce qu'ils étaient stupéfaits. Parce que pour eux, ils sont partis d'un pays, sont venus ici, ils parlent français, ils ont décidé de contribuer à la vie économique, aux Français, à m'apprendre à parler français, à écrire français, à m'exprimer en français. Puis là, maintenant, leur premier ministre, peu importe pour qui ils avaient voté. Puis en passant, j'ai des doutes, Mathieu, pour ton info, sur le fait que mon père avait... J'étais pas sûr s'il était complètement fédéraliste. Ma mère, oui, mais mon père, j'étais pas sûr. Mais moi, je te dis, mais ce que j'essaie de te dire là-dedans, c'est que mon père avait quand même une sympathie par rapport au mouvement souverainiste, par rapport à ça. Mais quand ça a été dit, ça a créé 2 classes de citoyens. Puis après ça, on s'est mis à blâmer ceux qui avaient décidé de voter non, plutôt que de trouver des moyens de pouvoir les convaincre que le projet était légitime. Et dernière chose que je dirais là-dessus, l'élan du mouvement souverainiste n'est pas brisé avec le commentaire de M. Parizeau, parce que les gens qui ont voté non votaient déjà non. L'élan s'est bloqué à partir de 1998, quand Lucien Bouchard s'est présenté aux élections et il a réalisé qu'il n'avait pas la pluralité des voix, alors que son objectif était de faire un référendum. C'est donc les Québécois, incluant les Québécois francophones, qui ont dit ça, non. Tu sais? On va reparler. Je pense que ça. Moi, je suis d'accord qu'on ne peut pas attribuer exclusivement à la phrase malheureuse de M. Parizeau le fait que le mouvement souverainiste ait eu les jambes brisées là, par ce moment-là. La réalité, c'est que M. Bouchard est arrivé après. Bon, lui a fait le pari de se concentrer sur l'assainissement des finances publiques, mais c'est une série de choix stratégiques qui ont mené à ça. Et la réalité, c'est qu'on ne peut pas faire fi du résultat de l'élection de 98 parce que dans l'élection de 98, il y a eu un message aussi des Québécois de dire, là, on en a assez, là. Et je pense que c'est ça aussi qui a contribué. Alors, c'est tout ça mis ensemble, là. Mais là, moi, où je pense que la phrase malheureuse de M. Parizeau a fait particulièrement mal, c'est qu'elle a scellé l'idée qu'il y avait 2 Québec et que les communautés culturelles, etc., ne pourraient pas participer à ce mouvement souverainiste-là. C'était pas une main tendue, c'était pas un discours de leader qui dit « on a perdu ». Il y a des Québécois dans nos rangs qu'on n'a pas réussi à convaincre. Il faut construire. C'est comme si, au lieu de donner un discours de défaite qui visait à poursuivre le combat, il a choisi de faire sauter les fondations du mouvement. Mathieu? Si je peux me permettre. Est-ce qu'il aurait dû dire ça ce soir-là? Bien sûr que non. Tout le monde en convient. Lui-même, le lendemain matin, on a tendance à l'oublier. Le lendemain, il s'est excusé de son propos. Hein? On a toujours fait semblant que c'était... Non, il s'est excusé le lendemain. Ensuite,
Ça ne veut pas dire qu'il y a deux catégories de Québécois. Ça veut dire que quand on fait une analyse de la situation, est-ce qu'il y a au Québec une majorité historique francophone? J'espère que ce n'est pas créer deux catégories de Québécois que de reconnaître ce fait sociologique. Est-ce qu'on peut reconnaître que cette majorité francophone a voté oui à 61 % Est-ce qu'on peut reconnaître que les fédéraux ont toujours utilisé aussi une espèce de propagande de diabolisation du nationalisme auprès des minorités issues de l'immigration pour les repousser du nationalisme justement, québécois? Mathieu, est-ce que Non, la déclaration de M. Parizeau ne vient pas donner toutes les munitions qui manquaient? Non, mais ça, je trouve que c'est non, un instant. M. Parizeau, ce soir-là, n'aurait pas dû dire ce qu'il dit. Mais il le dit après le résultat. Un instant, moi, quand j'entends dire, par exemple, ensuite, on va nous dire la Charte des valeurs va Ça éloigner change quoi, les minorités. Mathieu? Un instant. Avant ou après, là, ce que je veux il dire, a dit c'est- tout non, haut ce qu'il pense Non, tout c'est bas. qu'il a enregistré un fait. Il a enregistré un fait. Il n'aurait pas dû le dire de même, il n'aurait pas dit ce soir-là. Mais moi, je trouve que le procès de M. Parizeau, c'est assez. Parce que derrière ça, qu'est-ce qu'il y a aussi? Après le référendum, on parle de 98. Il y a le plan B. Il y a l'accusation de racisme à l'endroit du nationalisme québécois qui est répétée, martelée par les fédéraux. Il y a la volonté de domestiquer, de mettre en tutelle la démocratie québécoise avec la loi C-20. Il y a les menaces partitionnistes. Si vous voulez du nationalisme ethnique, c'était le partitionnisme. On disait, si vous faites l'indépendance, on va garder les coins anglais, les coins avec des populations immigrées, on va découper le Québec sur le mode ethnique. Ça, c'est les fédéraux et Stéphane Dion qui ont fait Mais ça. ça, c'est l'échec aussi, je pense, du mouvement souverainiste. Non, Ceci non, étant Emmanuel, dit. On ne peut pas bâtir en 2000, dans les années 2000, puis maintenant même en 2020, le mouvement souverainiste sur les mêmes bases que celui qui est né après la Révolution tranquille. Et l'échec du mouvement souverainiste demeure de n'avoir pas réussi à s'enraciner auprès d'une partie de la population. On ne peut pas toujours s'accrocher à l'idée du vote francophone parce qu'il ne suffit plus et le Québec est plus diversifié. Il y a deux choses que tu nous dis, maintenant. Emmanuel. Il y a deux choses que tu nous dis. Si tu nous dis que le vote francophone ne suffit plus, c'est que tu reconnais que c'est ce qu'ont fait les libéraux après 2003. Moi, j'appelle ça, ils ont cherché à poser un verrou démographique sur l'avenir politique du Québec. Et ils ont réussi. Regardez, moi, la multiplication des forteresses à Montréal et à Laval. Si on pense qu'il n'y a pas de lien entre les deux, c'est qu'on vit dans un monde parallèle. Ensuite, si on revient sur le réel, il n'y a pas de démographie, il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre. Moi, ce que je trouve odieux, c'est le procès fait à l'existence même des Québécois. 25 ans plus tard, ce qu'on constate dans le Canada, là, il y a pas, le résultat de 95, sa réaction au Canada, c'est plus jamais ça. Puis qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça va mettre la démocratie québécoise sous tutelle. On va faire des accusations de nationalisme ethnique, de racisme, sans arrêt. Franchement, je pense qu'il faudrait quand même tenir compte de ça dans notre analyse. Très bien. Donc, le grand méchant loup est canadien, peu importe ce qui arrive. Je parle pas de grand méchant loup. Puis même si quelqu'un trouvait un remède pour le cancer, il serait perçu comme négatif. J'ai compris, Mathieu. Non, t'as pas compris ça. Si t'as compris ça, t'as mal compris. Il y a une différence entre un argument sociologique et un argument politique. Là, on est dans l'arène politique. On a un chef de gouvernement qui est là et son objectif était ce qu'il devait faire, c'était de rallier les gens à sa cause. Et à la place, je te dis comme personne qui l'a vécu, ça a repoussé les choses. Deuxième élément. Tantôt, tu as dit que il y a eu des pressions qui ont été faites par le Canada pour que le bloc monolithique soviétique, des gens issus de l'immigration, puissent voter d'un côté. Est-ce qu'il y a eu des représentations? Oui. Est-ce qu'il y a eu des représentations du côté du oui pour que des gens de la diversité puissent voter? Ben oui, il y en a eu parce que j'ai vu des images avec des gens de la diversité dans le rassemblement du camp du oui aussi. Donc ça serait de sous-estimer l'intelligence de toutes les personnes issues de l'immigration qui se considèrent également aussi québécoises que toi tu peux l'être, de sous-estimer le fait qu'ils sont pas capables de réfléchir eux-mêmes, puis que le fédéral va leur dire pour qui voter, puis ils vont décider d'aller dans une direction. Honnêtement, dernière chose, je veux dire, je suis aussi québécois que la personne francophone de race blanche qui vient de Gaspésie. Puis à chaque fois qu'il y a eu ce genre de situation-là, c'est comme si, parce que le mouvement indépendantiste n'a pas réussi à faire atterrir son projet, c'est comme s'il y avait deux sortes de Québécois, pas juste deux sortes de citoyens entre les Québécois francophones puis les autres, mais deux sortes de Québécois. Les bons Québécois nationalistes, souverainistes, puis les mauvais Québécois qui, eux autres, croient que le Québec peut aussi se développer à l'intérieur du Canada. Puis ça, c'est cette rhétorique. Non, mais je te dis juste que cette rhétorique-là, elle a été poussée pendant plusieurs années, ce qui a fait en sorte qu'au lieu de ramener des gens qui étaient nationalistes, peut-être un peu plus confiants dans le Canada, mais qui auraient été parlables, ont décidé de se fermer parce qu'ils ont pensé que c'est devenu un club sectaire. C'est ça le problème. Ça, on nous compte des histoires. Je veux dire, non, c'est pas des histoires. Non, un instant, time out. On pourrait raconter l'histoire de Gérald Godin, de Bernard Landry, de René Lévesque, de tous ceux qui ont la main tendue. Le problème à cette main tendue, il n'a pas été... Moi, je les blâme pas. Je demande qu'on ne transforme pas en scandale l'analyse électorale. Une fois que c'est dit... Mais Mathieu, je t'arrête tout de suite. J'y étais, moi, comme journaliste, au Palais des Congrès de Montréal. J'ai vu Bernard Landry, après la soirée, qui était catastrophé. Bien sûr, mais on le catastrophé des propos de M. Parizeau. M. Landry a demandé à M. Parizeau de démissionner, ne sachant pas qu'il avait déjà pris sa décision.
Bernard Landry était catastrophé, non seulement de la portée, mais aussi de la nature des propos c'est que, sûr. que- Attends, que un le instant. chef du camp du oui a tenu au nom de tous Un les instant, souverainistes. un instant là-dessus, il y a beaucoup de réécriture historique, si je peux me permettre. Monsieur Landry, dans Il y a pas plusieurs... de- Mathieu, je t'arrête tout de suite. Pas de rectitude. Non, pas toi, J'ai non, parlé c'est- à Bernard excusez, Landry. Monsieur Landry, si on doit à tout prix citer ça, Monsieur Landry faisait la même analyse, mot pour mot. Le seul désaccord qui est fondamental, je suis d'accord, c'est le soir du 30 octobre, fallait-il dire cela? Non. On en convient tous, c'est réglé. Ensuite, on ne s'interdira pas de faire de l'analyse électorale selon les données linguistiques au Québec, du moins j'espère. Ça nous permet de comprendre la situation. Et moi, ce qui me fascine, c'est qu'un instant, le Canada, là, devant le résultat référendaire, est-ce qu'il s'est dit, ouais, c'est vrai que, là, que ça commence à être sérieux, il faudrait tendre la main? Non, ils ont dit plus jamais ça. Et 25 ans plus tard, la question qu'on doit se dire, c'est que l'affirmation du Québec, elle est de moins en moins possible dans un pays où le Québec est traité comme une province parmi d'autres. Et la seule place qui nous est réservée, soyons sérieux, c'est la place d'une minorité empaillée dans le musée du multiculturalisme canadien. Alors, ce destin folklorique, minoritaire, dépossédé, d'une minorité qui quête des droits, mais qui n'est jamais capable d'affirmer son pouvoir, je suis désolé, mais c'est pas un destin pour le notre Québec pays. a quand même Emmanuel. énormément... Le Québec est quand même une province qui, entre autres, au chapitre de l'immigration, même si tu trouves que c'est insuffisant, a plus de pouvoir que les autres Que provinces. n'importe Que le quelle autre Manitoba, province au mais Canada. bonne nouvelle, c'est vrai qu'on est un peu... Attendez. Et la réalité, c'est que le mouvement souverainiste, moi, la seule chose que je dis, c'est que le mouvement souverainiste, s'il veut renaître, reprendre de sa vigueur, doit tenir compte de ça. Parce qu'on ne peut pas perpétuellement blâmer le facteur démographique lié à l'immigration comme un verrou démographique imposé par le méchant Canada. La réalité, c'est qu'il y en a une pénurie de main-d'œuvre, c'est qu'il y en a un vieillissement de la population et que toute couleur confondue, l'analyse qui est faite par les experts, la démographie en termes économiques, le Canada a besoin de l'immigration pour prospérer économiquement, qu'il soit au sein du Canada ou qu'il soit un pays. Alors, le mouvement souverainiste ne pourra pas résoudre ce dilemme-là s'il ne trouve pas une façon d'embarquer cette classe de nouveaux venus dans ce projet identitaire qui est important. Mais la question fondamentale est la suivante. Dans la logique canadienne, ça, il faut quand même y revenir. Pourquoi y a-t-il un projet souverainiste? Parce que fondamentalement, il y a un peuple en Amérique du Nord, le peuple québécois, qui est accueillant, mais qui a une identité auquel on doit s'intégrer. Il y a un peuple qui, fondamentalement, a une 4 siècles d'histoire et on ne comprend pas, fondamentalement, pourquoi il devrait se contenter du destin d'une province qui a peut-être un quart de huitième de pouvoir de plus en immigration grâce à la bonté du régime fédéral, plutôt qu'un peuple à part entière qui, comme... Puis moi, je me dis ça. Haïti, les États-Unis, la Roumanie, la Lettonie, l'Estonie. On peut faire la liste de ces pays. Est-ce que ces pays voudraient être des provinces d'un autre pays en leur confiant l'essentiel de leur destin? Non. Et ça, je pense que ça, il faut revenir à Mais cette... c'est la raison Mais pour Mathieu. laquelle on est d'accord que ce mouvement-là n'est pas mort, moribond et ne disparaîtra pas. Maintenant, ce sont au ténor de cette option-là de la porter, de la renouveler, de la redéfinir à l'image de la société d'aujourd'hui. Tu peux pas... Je veux dire, cette partie de l'équation repose sur les épaules du mouvement souverainiste et de ses leaders dans quel monde qui doivent le porter. En ce moment, Cher ils ne portent pas Emmanuel, vraiment. regarde l'histoire du souverainisme depuis 25 ans. On peut faire l'histoire de Gilles Duceppe, de Bernard Landry, de Lucien Bouchard, des chefs plus contemporains. La main tendue, l'ouverture, elle est constante dans l'histoire du souverainisme. Le mouvement souverainiste moderne avec René Lévesque se fonde sur une main tendue à l'endroit des anglophones, pour ceux qui l'auraient oublié. La politique de la main tendue traverse notre histoire. Ça n'a jamais empêché de faire par ailleurs en même temps la loi 101. Ça n'a jamais empêché par ailleurs de faire des gestes d'affirmation. Mais moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on confond trop souvent au Québec cette idée que la main tendue, elle est là. L'ouverture, elle est là. Ensuite, on ne peut pas forcer les gens à rentrer dans la porte s'ils décident de ne pas y entrer. Mais la politique de la main tendue, elle est constante. Les souverainistes sont favorables à l'hospitalité. Mais j'espère qu'on ne va pas confondre l'ouverture à l'autre avec le reniement de soi. Or, ça, c'est la tentation. Oui, mais le souverainisme qui est ouvert, qui a une ouverture en termes d'hospitalité, mais il faut que ces personnes-là comprennent aussi que ça se peut qu'il y ait des gens qui ne pensent juste pas comme eux. Bien sûr qu'on le comprend, mais on est en droit de se demander pourquoi. Non, mais je comprends. Mais Mathieu, moi, je suis d'accord avec toi sur une chose, OK? Moi, je pense que le projet souverainiste, il est tout à fait valable. Là. Moi, je voterai pas oui demain matin, OK? Sauf que quand tu m'expliques les raisons pour lesquelles tu voudrais faire la souveraineté du Québec, là, Mathieu, je respecte ça. Sais-tu quoi? Moi, je respecte ça parce que je t'écoute, puis je peux comprendre pourquoi tu penses comme ça, puis je l'accepte. Ce que j'accepte moins... Non, mais sérieusement, puis je l'ai écrit dans le journal aussi, mais ce que j'accepte moins, c'est que
moi, je me fais blâmer parce que je crois que le Québec peut mieux se développer à l'intérieur du Canada. Et c'est sûrement parce que le fédéral a joué un rôle, parce que je me satisfais de miettes, parce que je suis un moins que rien, parce que j'aime pas la langue française, parce que je veux pas protéger l'identité québécoise et que ça m'intéresse moins qu'une personne qui veut la souveraineté. Et ça, ce genre de discours-là, dans l'arène politique, pas ici, c'est le genre de discours qui rebute puis qui fait en sorte que des gens comme moi, qui voteront pas nécessairement oui, mais qui sont prêts à écouter, vont dire, savez-vous quoi, ils sont dans leur planète, fait que je vais les laisser tout Je seuls. reformule. Déjà, comme à un moment donné, tu dis qu'il y a de l'espace pour le Québec dans le Canada. Si on fait l'histoire de nos attentes, pour Robert Bourassa, Meach, c'était le minimum de l'honneur. En dessous de Meach, je considérais qu'il y avait une participation sans honneur au Canada. Aujourd'hui, est-ce qu'on a Meach? Non. Ensuite, on a Charlotte Tand. Il dit ça va être en dessous du minimum, mais c'est quand même une raison de rester contre. On ne l'a pas. Après coup, 25 ans plus tard, après le référendum, il n'y a même plus la possibilité d'une réforme constitutionnelle. La possibilité de nous traiter comme un peuple fondateur, ça n'existe plus. Mais on est encore là-dedans. Oui, mais il n'y a pas Pourquoi? un politicien québécois qui veut porter... Je veux dire... Non, c'est ce que j'appelle, moi, c'est ce que j'appelle là-dessus, c'est une citation de Robert Laplante qui est quand même assez bon là-dessus, c'est le fédéralisme inconditionnel. Les purs et durs du fédéralisme, peu importe que le Canada ne donnera jamais... Les demandes minimalistes du Québec sont toujours exagérées pour le Canada. Ouais, et la je position comprends. des fédéralistes, Mais ça ça, c'est consiste parce à que- dire on Oui, mais- accepte Quel débat, moins mais que quel rien. débat, mais quel débat Ce sont aujourd'hui. les leaders politiques actuels qui les Ben, c'est qui ça. les- Moi, qui j'ai les une portent image. pas, J'ai une ces image pour vous. revendications-là. On ne C'est peut pas blâmer Ottawa parce que Québec ne vient pas cogner à la porte. Ah, d'accord. On a cogné à la porte souvent. Et chaque fois, on nous l'a fermé au nez. Attends, est-ce que j'en sais? Meach, là. Meach, aujourd'hui, on considère que c'est immense. Non, non, Quand je on te a parle de proposé Meach- maintenant. Là. Un instant, Je l'histoire, ne ça refais pas aide. Meach Un puis à fois, un à fois, Charlestown. un à fois. L'histoire, ça aide un peu de temps en temps. Meach, là, si on regarde ça, c'était le minimum à l'époque, le minimum vital. Aujourd'hui, c'est le maximum imaginable. Que dis-je? C'est un désir impossible. OK? Alors ça, si comme peuple, on ramène toujours à la baisse nos attentes, se pourrait-il que les fédéralistes québécois aient décidé un jour de se dire on accepte le Canada tel qu'il est, quel qu'il soit, et on n'accepte plus, comme d'autres l'ont fait en d'autres temps, de Mais faire Mais une Mathieu, avant de Mathieu, prêter des c'est vrai, intentions, ça. s'il vous plaît. Hey, est-ce que je peux vous demander, j'aimerais ça prendre la parole. Oui, c'est j'ai besoin d'alliés, hein? Je suis- Moi, non, enfin, je vais te poser une question tout à fait simple. Je reprends l'image. Il n'y a pas de porteur de ballon. C'est un peu comme si le Parti québécois, au fil de l'histoire, a échappé le ballon au football. Là. Faites-vous l'image, OK? Et le PQ peine à ramasser le ballon de la souveraineté. Québec solidaire ne le ramasse pas non plus. Le ballon, il est là. Et là, on regarde les sondages et ça donne ce que ça donne. Mais on va s'entendre sur une chose, c'est pas dans l'air du temps. Ma question, Emmanuel, tu l'as abordée. Est-ce que l'idée de la souveraineté, c'est moribond ou c'est simplement en dormance en ce moment? Harold, d'après toi? Moi, je pense que c'est en dormance parce qu'il faut réfléchir à un nouveau modèle et sur une nouvelle base qui va faire en sorte que ce projet-là, pour le Parti québécois, pourra lever. Parce que, Mathieu, tu viens d'en parler, il y a toute une histoire. Le référendum de 95, c'était la conséquence de plein d'autres événements avant. Et avant d'arriver à ça, dans un avenir rapproché ou lointain, il faut qu'il y ait une nouvelle base sur laquelle le Parti québécois va pouvoir se fonder OK. pour rassembler. En dormance. Emmanuel, t'en dis quoi, toi? Convaincu que c'est seulement en Que c'est pas mort, là. dormance. C'est pas- Absolument. Puis en préparant cette émission, je me suis rappelé une entrevue que Michael Ignatieff, l'ancien chef libéral, avait donnée à l'occasion du référendum en Écosse, où il avait dit en 2012 que lui était convaincu que la souveraineté arriverait pour une raison très simple, et son portrait était bon, c'est que finalement, le Canada est devenu comme deux nations, non seulement qui ne se parlent plus, mais qui ne sont même pas intéressées l'une par l'autre. La réalité demeure que dans les dernières années, le gouffre s'est accentué. Il n'y a plus cet intérêt de se connaître, de se comprendre, de se découvrir. C'est comme un mariage de convenance où finalement, deux adultes restent ensemble parce que c'est trop compliqué de se séparer. divorcer. Oui. Et c'est dans cette espèce d'état de fait que le Canada... Et surtout que le Québec est dans le Canada en ce moment, donc ça va pas mal. Il n'y a pas d'affrontement, la vie roule. Il n'y a pas d'enjeu existentiel qui force ces remises en question-là. Il n'y a pas de porteur de ballon. Puis Ottawa profite de ce non-intérêt pour faire avancer son propre agenda à lui. Là. Mais je tiens à tout près à répondre à cette question. Non seulement en dormance, mais j'ai l'intime conviction, et je ne le dis pas sur le mode militant, mais sur l'intime conviction que le Québec un jour fera le choix de lui-même, que le Québec un jour fera le choix de son indépendance, que le Québec... Il y a de la place dans le monde pour un pays nommé Québec. Il y a de la place dans le monde pour un pays de langue française en Amérique, et je crois que nous l'emporterons. Pourquoi? Parce que fondamentalement, ce n'est plus seulement une question de préférence constitutionnelle, c'est une question de survie comme peuple, comme nation. C'est la condition d'une existence non folklorique. Je n'ai aucun doute quant à moi. Mais où ça sont- prendra un peu de temps que le Québec Mathieu, deviendra où indépendant. sont les conditions, tes conditions gagnantes? Je les connais par cœur. Ah, moi, Non, mais regarde les jeunes aujourd'hui.
regardes les jeunes. Oui, oui. OK? Est-ce que tu vois dans les jeunes beaucoup d'espoir, toi? Tu regardes les jeunes qui sont moins souverainistes que fédéralistes en ce moment? Deuxièmement, qui porterait ou portera le ballon? Ben, moi, je pense que d'abord, nous, les circonstances vont porter le ballon. Voilà comment je vois les choses. Et on verra ensuite si mes talents de devin sont pas mauvais, mais je pense qu'ils sont pas trop mauvais. Le Québec, en ce moment, a mis sur une autre stratégie, une forme de beau risque intérieur, d'affirmation identitaire. On l'a vu avec la laïcité qui est devenue le symbole de notre affirmation. On a taillé un projet de laïcité minimale, mais qu'on croyait quand même compatible avec l'ordre canadien. Viendra tôt ou tard le moment où l'ordre canadien, l'ordre de 82, va casser d'une manière ou de l'autre, par sa Cour suprême ou d'une autre manière, va casser la loi sur la laïcité. Ça va provoquer inévitablement, d'une manière ou de l'autre, une forme de nouveau Mitch, nouveau visage, nouvelle situation. Mais le sentiment que même sur ce minimum vital qu'on a demandé, ce petit minimum qu'on s'est donné à nous-mêmes, on ne l'a pas demandé à permission, on l'a pris pour nous-mêmes, ce minimum vital est aussi piétiné. Moi, je m'attends à ce que ce moment-là, une bonne partie de l'aile autonomiste de la CAQ s'entremonter en elle des convictions oubliées. Je m'attends à ce que beaucoup de Québécois, beaucoup de souverainistes québécois se disent, passent de la déprime au sentiment qu'ils peuvent gagner. Je m'attends à ce que bien des Québécois se disent, si même ce petit pas identitaire, on ne peut pas l'avoir, eh bien, l'indépendance est une idée qui va renaître. Et je crois, quant à moi, que c'est le chemin qui nous conduit, non pas à court terme immédiatement, mais pas à très long terme, à l'indépendance du Québec. Dans ce que tu dis, là, Mathieu, la seule chose, c'est que ça prend encore une chicane avec Ottawa pour convaincre les gens que c'est pertinent, plutôt que de valoriser qu'est-ce que ça pourrait être. Non, j'ai pas dit ça. Je dis que c'est faire l'expérience sur des questions fondamentales du caractère exagérément contraignant du Canada. Quand on veut faire un geste, un petit geste pour s'affirmer, même ce petit geste-là, il est de trop. Moi, je ne cherche pas la chicane. Personnellement, je ne veux pas la chicane avec Ottawa. Mais si Ottawa casse la loi sur la laïcité, c'est Ottawa qui veut la chicane avec nous. Et moi, je pense que les Québécois, ce coup-là, vont pas s'aplatir. Écoute, ça peut être une hypothèse, mais il y a aussi le fait, parce qu'on parlait d'occasion qui pourrait arriver, je parle dans ce sens-là, les peuples autochtones. Puis la Constitution actuelle, la loi sur les Indiens. À un moment donné, les peuples autochtones, un peu partout au Canada, vont se dire, mais là, il faut qu'on ait une Constitution qui va respecter qui nous sommes, reconnaître qui nous sommes. Et à ce moment-là, pour les fédéralistes, ça sera l'occasion de dire, pas de réouverture sans qu'on parle du Québec. Oui, mais c'était, soit dit en passant, c'était ce que disait M. Parizeau, même Bourassa. C'est-à-dire que quand la question autochtone émerge autour de Charlottetown, ils disent, si cette question-là émerge, on ne va pas disparaître du portrait. Mais moi, je pense que plusieurs chemins conduisent à la renaissance de l'idée d'indépendance. Et je crois que les Québécois, cette fois-là, qui ne portent plus, et ça, c'est le bon côté, ne portent plus le vieux complexe de coloniser, dominer du Canadien français qui est persuadé qu'on n'est pas capable de rien faire par nous-mêmes sans la protection sainte des Anglais du fédéral. Je pense que ce moment-là, les Québécois sont rendus à un moment où, lorsque la situation va se présenter, lorsque l'option va se présenter, lorsque les moi j'aime ça le réchauffement global des passions politiques, lorsque les passions se réchaufferont là-dessus, j'ai l'impression que les Québécois vont dire oui à leur destin et vont comprendre que ce risque de destin de minorité, c'est rien. Mathieu saute dans la piscine. Non, la piscine. Dans la piscine, de se présenter puis d'être en avant. Dieu m'en garde, la politique est un tout autre métier. Elle ne me passionne que pour l'indépendance. Mais je suis convaincu d'une chose, beaucoup de Québécois, en ce moment, regardent avec un intérêt nouveau la question nationale. Ils ne pensent pas tous les jours. On n'est plus dans les années 70, mais ils la redécouvrent. La joute a-t-elle permis de découvrir un nouveau porteur de ballon? Harold, c'est un peu ce que tu dis. Enfin, à l'évidence, oui. Hein? Que cette cause me passionne n'est pas un secret. Hein? Exactement, ça c'est certain. Mais t'en parles avec beaucoup de J'ai une confession, je voterai oui. De flamme. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous ne bougez pas, on poursuit la discussion dans un instant. Entre-temps, on trouve